Padeuf, qui est écrivaine, qui écrit des poésies, mais également qui fait des traductions également, c'est ça hein? Je ne suis pas traductrice, mais je dirige la maison d'édition où sont faites beaucoup de traductions, notamment de l'espagnol, anglais et d'autres. Et votre dernier ouvrage, donc, c'était quoi exactement? C'est dans le jardin des dieux disparus. C'est 21 jours dans un lieu perdu, entre mer et montagne, à repenser à l'intérieur de soi des toutes petites choses aux grandes choses qui nous constituent, à noter tous les éléments du mouvement, par exemple d'un brin d'herbe, la réflexion sur les différentes civilisations de l'espèce humaine. Voilà. C'est des fragments courts qui sont comme des chants, on peut lire les différents jours l'un après l'autre. Vous pouvez m'en lire au moins un, si c'est possible. Alors ça s'enchaîne. Hein. Ouais. Première journée. Dans la pinette des champs, les cigales, dès l'aube, ouvrent la terre. Dans la Provence finissante, leur chant tue. Au large des premières Grèces, auprès de la grotte de Pythagore et d'une naissance d'Épicure, leur chant dès l'aube dans les constellations disparues. En aveugle, tu es venu jusqu'à cette terre, rebord paradisaux des jardins perses. C'est beau. Mais quand vous avez écrit ça, vous étiez dans le sud? J'étais en Grèce. En Grèce? En Grèce, sur une île, Samos, au large de la Turquie. Ah oui, ouais. Ah oui, la Turquie, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Ah oui. Là, mes poèmes, Viatoré, qui est un autre recueil. Ouais. L'écriture du mythe d'Orphée avec plutôt la voix d'Eurydice. Le récit d'une passion vient d'être traduit en turc et publié aux éditions 160 km à Istanbul. Ah oui. Voilà. Ah oui, vous avez fait des régions quand même magnifiques parce que c'est vrai que la Grèce c'est magnifique. Ouais. La Turquie j'ai kiffé. Bah, ouais. C'est magnifique, la Cappadoce, ouais. Istanbul, j'ai fait Kemer. J'ai passé le confinement en Turquie, j'ai fait 5000 km à travers la Turquie en sac à dos, dormant sous un ciel libre. Voilà, et je suis retournée plusieurs fois en Turquie. Et je vous conseille juste après d'aller voir les éditions Contre au stand 1610 qui publient la littérature turque contemporaine. D'accord. Voilà. Et de cette expérience, ça vous a ramené forcément à écrire sur tout votre vécu, quoi, ce que Bien vous avez sûr. vécu. Ce sont comme des journaux de voyage poétique en fait. Qui, par exemple, il y en a un autre, c'est autour de l'Iran. Celui-ci, par exemple, c'est autour d'un voyage à travers l'Iran en bus de nuit, complètement, voilà, par exemple. Il y en a un autre, c'est écrit à deux voix, autour de l'Inde. On participe chaque année à un festival international de poésie. Et bien sûr, ce qui est au centre de la maison d'édition, c'est l'errance intérieure, bien sûr, primordiale, mais doublée de l'errance géographique. Donc, à chaque fois que vous faites un voyage aux endroits, l'inspiration, et vous écrivez. Exactement. C'est impressionnant. Voilà. Non, c'est impressionnant, je vous assure. Hein. Parce que c'est pas évident. Hein. Non. Par exemple, celui-ci a été écrit dans les bus de nuit en Iran. C'est pas forcément évident. Bus de nuit, donc vous dormez pas alors? Pendant que si je ne dors pas, j'écris et ça a été voilà. Et forcément, il y a des formes brèves, intenses. Et là, par exemple, le jardin de tout à l'heure, ça a été écrit dans un temps beaucoup plus long. Où, oui, je suppose sur 1 an, 2 ans peut-être. Non, sur 1 mois. 1 mois. Je suis un fleuve, moi aussi. 1 mois, un livre de 200 pages, 300? 600. 600 pages. Mais ceux-là sont beaucoup plus resserrés parce que justement il y a l'intensité du voyage. Et là je suis en train de préparer un recueil sur la Turquie que j'ai appelé Anabase en hommage à Xénophon, les 10 000, la conquête de la Perse. Et il y a beaucoup d'autres ouvrages qui sont voilà. Et c'est toujours très politique. De poésie, Vous n'écrivez pas de prose, de livres, de romans, de livres fleuves comme un roman style Jules Verne, non. Non, par contre, j'ai écrit autour d'Avoir un Havre plutôt une prose poétique qui suit les différents lieux de la ville et vraiment qui est comme une cartographie. On prend de la hauteur, on monte les escaliers, on redescend, on passe en ville basse, on passe dans les anciens quartiers des pêcheurs de crevettes, les péqueux, etc. Celle du Havre, ça, c'est ça là. Et le nom, c'est quoi exactement? Avoir un Havre. Avoir un Havre, ah oui. Voilà. Magnifique. Voilà. Alors, si quelqu'un veut retrouver vos ouvrages, il peut les retrouver où? Alors sur le site des éditions, bien sûr, www.editionfloem.fr.
dans toutes les librairies, les bonnes librairies. Et partout, on fait une quarantaine d'événements en France et à travers le monde. On fait énormément de salons, de marchés, donc on peut nous retrouver aussi en chair et en os aux quatre coins du monde, mais aussi un peu partout en France. Vous expédiez un peu partout, quoi. Voilà. Parce qu'il faut. Comment on s'est rencontrés? Au marché de la poésie. Au marché de la poésie. Lieu de rencontre. Voilà. Alors Camille, alors tu écris quoi? Des mini-livres, Oui. des essais sur Paris, sur Isis, je fais même des expériences. Voilà le petit nano-livre. Mais c'est incroyable, ça veut dire qu'il faut des loupes. Il faut une loupe. Ce serait intéressant de le vendre avec une loupe. Ça sert de carte de visite. C'est magnifique. Écoute, c'est déjà la poésie. Et puis je vois à travers toi un rêveur. Ah ben ça, effectivement, là vous m'avez mis à nu, oserais-je dire. Ouais, je ne sais dire mieux ma nature profonde. Ouais. Alors Camille, entre Gaëtan et toi, vous vous connaissez? Et est-ce que ça vous arrive d'échanger des petites idées pour pouvoir écrire vos livres? Constamment. Ah ben, c'est magnifique. Alors, premiers artistes? Non, moi j'étais. Ça, c'est toi qui l'as écrit, celui-là. J'avais une agence de voyage. Un essai. Et j'ai vendu la Martinique. C'est génial. Alors, Voilà. Gaëtan, Et dans Paris est un livre, Ouais. une barricade pour les libraires et les bouquinistes parisiens, Ode à Paris. Je suis avec Gaëtan Brosse. Gaëtan Brosse, peux-tu me parler de ton livre et donne-moi le titre? Ah ben, avec grand plaisir. Je suis sur le marché de la poésie avec Camille et Théodora pour présenter donc ce recueil, La déesse sur le seuil. Alors montre-le-moi s'il te plaît. Qui est à la Maison des Pages. Alors, un recueil sur une grande traversée d'une nuit obscure avec en ligne de mire une déesse ravissante et étonnante et mystérieuse avec une langue impénitente qui s'essaye à dire les trésors les plus intimes. Voilà. Donc c'est un rêve que tu as fait et que tu as transformé en écriture. Oui, c'est une poésie qui me pensait avant que je la pense. En tout cas, c'est ainsi que j'ai eu la sensation de l'expérimenter lorsque je l'ai écrit. D'accord. Et on le trouve en distribution dans quoi comme magasin? Alors, on ne le trouve pas en magasin, sauf quelques librairies où on l'a déposé. Donc chez Tchan ou de la main, ouais, j'en ai posé 2-3 de la main. Mais à la Maison des Pages, ouais. C'est un livre secret. D'accord. Eh bien, je te remercie Gaëtan. Ben, merci beaucoup. Alors, Camille, ton nom, c'est un nom de prédilection déjà, hein? Oui. Hein? Donc, tu t'es mis à l'écriture à quel âge? Dès la naissance. Dès la naissance. C'est vrai qu'à 7 ans, je me rappelle, j'écrivais. À 11 ans, j'avais déjà écrit, dessiné beaucoup de choses. Voilà, les premiers recueils de poésie, c'était à 16, 17 ans. Et tu as commencé à être édité à partir de quel âge? J'ai édité un essai sur les femmes de lettres à 29 ans, un gros pavé sur Isis, Gérard de Nerval, Paris, à 33 ans. Et entre 20 et 30 ans, j'ai fait beaucoup de critiques, de films, donc Isis, les femmes de lettres et de la poésie. D'accord. Là, j'ai vu que tu as un livre, Les mystères du petit matin. Alors, sans trop entrer dans les détails, peux-tu nous expliquer exactement ces mystères? Parce que quand on parle de mystère, c'est vague, c'est grand. Il y a les cultes à mystère de l'Antiquité, donc justement Isis, déesse de Paris, mais là c'est des récits de rêves. Et rien de tel que pour nourrir la littérature que le rêve.
tout part du rêve. Et ces récits, c'est très difficile de trouver une forme pour raconter son rêve. Vous avez dû essayer d'écrire un rêve au réveil, c'est très très difficile. Aussi difficile que de lire ses propres poèmes. Et au fur de la mesure, dirais-je, on arrive à écrire quelque chose qui est nouveau finalement, qui se tient et qui est en même temps très personnel. Oui, et en plus, quand tes lecteurs lisent ça, certains se retrouvent dans ces rêves. Oui, puisque le rêve, c'est toujours les archétypes, hein. C'est l'imaginaire, c'est toutes les images que l'humanité entière partage. Quelles que soient les cultures, on a tous les mêmes archétypes. Tout à fait. Ce que tu dis est vrai parce que je connais une artiste qui sculpte par les rêves. C'est impressionnant. Hein. Et elle peut avoir un rêve et sculpter 4 ans après ce qu'elle a rêvé. Avec les détails dans la matière, voilà. Ça, donc c'est ça qui est impressionnant. Alors parle-moi de notre livre que tu as écrit. Alors le dernier, enfin ou le plus récent, c'était le Messie en liesse. Ouais. Ça c'était sur sur mort et résurrection, voilà, puisqu'on est dans l'écriture du désastre aujourd'hui. Et donc on est toujours en train d'essayer d'inventer des formes nouvelles, de faire quand même connaître le passé, d'où cette maison médiévale à Amboise qui nous rattache à 2000 ans d'histoire. Et ça c'est des poèmes en fait que j'ai écrits pour mon père quand j'ai eu la douleur de perdre mon père et qui réfèrent évidemment à mon cher auteur Gérard de Nerval pour qui le Messie, il disait qu'il était banni de liesse. Voilà, donc là c'était pour retrouver la joie dans le désastre quand même qui nous traverse en ce moment. Alors, si j'ai une question à te poser, tu es sur la région parisienne ou bien tu vis un peu partout. Un peu partout. J'ai fait plein de festivals de poésie à l'étranger, j'imprime mes livres au Pérou, à Lima. J'ai écrit un voyage en Orient aussi en Argentine, à Salta. J'ai une maison d'écrivain à Amboise, j'ai évidemment le pied-à-terre à Paris, rue Beaubourg, à la galerie Templon. J'ai une ancienne église du Saint-Esprit en Bretagne. Voilà. Et puis la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte bien sûr. Citoyen du monde. Voilà. Et la Syrie qui m'est très chère et que j'espère maintenant qu'elle va être reconstruite. Camille Aubode. Camille Aubode. Voilà. Je te remercie. Et à l'Aude. Et puis, je te souhaite de continuer comme ça longtemps parce que l'écriture reste. Merci à toi. Je t'en prie. Alors, dédicace de livre de Camille Aubode. Voilà, c'est vrai. C'est parfait. Alors, il y a de l'intensité, tu me le présentes alors. de la poésie. Voilà. Alors, EOL TV reçoit un livre magnifique que je vais lire avec attention. Et j'irai voir cette maison. Alors, en compagnie de Jean-Charles Dorge, président de la Société des poètes français. Monsieur Dorge, vous êtes présent donc au marché de la poésie. Nous sommes présents déjà depuis plusieurs années et nous avons notre siège à proximité d'ailleurs au 16 rue Monsieur le Prince, Paris 6e métro Odéon. Voilà. Alors l'intérêt pour nous d'être là en plus parce que nous y sommes à notre siège toute l'année. Hein, voilà. Eh bien, c'est évidemment de rencontrer d'autres associations avant tout, et puis des éditeurs, de voir comment ils procèdent et de faire connaissance d'amateurs de la poésie, tout simplement, et pour les poètes, d'organiser des séances de dédicaces. Voilà. L'intérêt en dehors de cela, évidemment, c'est d'être présent dans les catalogues, les reportages tels que celui que vous faites, pour créer, disons, une diffusion élargie et faire d'abord défendre la poésie et la création poétique. Alors nous avons à cœur de nous étendre à des échanges internationaux et c'est ainsi que vous avez ici une série de livres qui sont édités en version bilingue coréen. Ce qui veut dire que nous avons signé une convention de partenariat il y a 2 ans avec la Société des poètes sud-coréens, qui est la plus grande
association de poètes de Sud-Corée, de la République de Corée. Et ils publient nos poètes traduits en coréen et nous publions dans notre revue L'Agora et dans nos anthologies, car nous en faisons 1 à 2 par an. Alors je dis 2 parce que je suis aussi président de la Société des auteurs et poètes de la francophonie qui publie un florilège. Nous avons aussi publié une série d'auteurs coréens traduits en français, dont nous avons rédigé la préface, choisi les illustrations, et ça fera l'objet d'une cérémonie d'ailleurs de lancement de cette série et de l'anthologie aussi de la poésie classique française qui a été publiée à Séoul en version bilingue, à l'usage principalement des étudiants des universités qui s'intéressent au français et accessoirement aux poètes français qui de plus en plus écrivent en vers libre, et afin de remettre au goût du jour la poésie classique qui a tout de même ses qualités, mises au point au fil des siècles pour défendre le vers et la rime, qui sont la base souvent des paroles de chansons françaises. Voilà. Merci de m'avoir accueilli dans votre radio ou votre télévision. C'est moi qui vous remercie encore. À bientôt, au revoir. Merci. Ça va? Vous parlez un peu français? Ah oui, Très bien. Vous êtes content d'être ici au marché de la poésie? très content. Très content? Pour trouver des poésies françaises, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. 42e, décidément, on est dans le 40. Hein. J'étais à Province, la 40e édition, là on est 42e marché de la poésie. Alors je suis en compagnie de M. Charles-Henri Fargue. C'est Fargue qu'on dit, hein? Oui, Fargue. oui, c'est D'accord. tout à fait. Fargue. Donc tu es écrivain, tu es auteur, Oui. tu es un autodidacte. Tu as écrit le livre notamment Il était une fois la vie au monde Baldara. Alors peux-tu déjà nous situer l'endroit exactement de cette chronique? Alors, le monde Baldara est très important parce que c'est l'endroit où se situe l'intrigue, la vie, les témoignages de ce livre. Mais le monde Baldara, c'est un monde comme beaucoup de mondes en Martinique, où des gens se sont installés parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où s'installer. À l'abolition de l'esclavage, les meilleures terres étaient prises et donc il a fallu trouver des endroits dans des fonds où le long des mondes, des fois abruptes. Donc c'est un monde comme un autre en Martinique. Par contre, ce qui fait sa singularité, c'est que c'est un monde qui est situé à la jonction de 3 communes. Et donc, suivant l'endroit où on est, on peut l'appeler monde Baldara comme monde Babé. Mais en fait, le monde Baldara, c'est le personnage du livre où se situe toute l'histoire en fait. Alors pour ceux qui sont nés aux Antilles, tu pourrais donner une définition à peu près exacte de l'endroit? C'est François C'est entre Vauclin. François, le Saint-Esprit et un peu le Vauclin. C'est-à-dire que c'est en haut d'un monde et si on fait 10 pas à droite, on est au Saint-Esprit, 10 pas à gauche, on est au François et 100 mètres plus loin, on est au Vauclin. Vauclin. D'accord. Voilà. Alors, cela se passe en 1942. 42. Alors, en fait, l'histoire, c'est celle d'un monsieur qui aujourd'hui a 81 ans et qui, au crépuscule de sa vie, a eu envie de raconter son histoire. Il a un genre d'exutoire. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu ce que beaucoup de Martiniquais de sa génération ont vaincu, c'est l'absence d'image. C'est-à-dire qu'à cette époque, on ne faisait pas de photos. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans la poche, puisqu'il a un téléphone qui fait ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de photos, on ne faisait pas de photos. Et il a eu le malheur de perdre sa mère, quand il avait 2 ans. Ce qui fait qu'il a passé toute sa vie sans savoir à quoi ressemblait sa mère, parce qu'il n'y avait pas de photos de sa mère. Et il voulait raconter cette histoire de sa naissance, de comment était la vie
dans la campagne de Baldara. Et ça s'arrête à ces 5 ans, c'est-à-dire que le reste est laissé à l'imagination des gens. Mais c'est une période très riche en Martinique, puisque c'est juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une période historiquement très forte, puisque c'est le moment où nous sommes transformés, nous passons de colonie en département. Ça crée beaucoup d'espoir chez toute une grande partie de la population qui a énormément d'espoir dans cette départementalisation. Et il se trouve que le premier préfet qui va arriver et qui va remplacer le gouverneur, surtout après toute l'époque de l'amiral Robert qu'on a connu, oui. Eh ben, ça va être un sans foi ni loi, proche des possédants, et qui va poursuivre et amplifier la répression qui existait à l'époque de l'amiral Robert. D'accord. Donc c'est une histoire qui est assez particulière parce que ces années-là, c'est vrai comme tu dis, il n'y avait pas de photos, il n'y a peut-être même pas d'écrit non plus. Hein? Il y avait mais ça n'arrivait pas. La Martinique était vraiment, d'un côté on avait les bourgs, la ville, Fort-de-France, les bourgs, où il y avait une certaine vie, où il y avait de l'électricité, il y avait de l'eau, même si toutes les maisons n'avaient pas d'eau courante parce qu'il fallait avoir les moyens. Ouais. Mais en tout cas, il y avait un mode de vie beaucoup plus confortable. Et puis les campagnes. Et dans les campagnes, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau. L'eau est arrivée beaucoup plus tard. Donc, un autre personnage de ce livre, c'est une source. La source Trouboulot, c'est l'endroit où tout le quartier venait s'approvisionner en eau. Ça servait aussi à laver le manioc, puisque le manioc, le camanioc, oui. Le camanioc, puisqu'on en faisait de la farine, était lavé dans un bassin à côté de la source. Et Trouboulot, c'est la source de vie, c'est l'endroit où les gens allaient chercher l'eau, et c'est le seul endroit dans la région où ils pouvaient avoir de l'eau. D'autant qu'à l'époque, les conditions d'hygiène n'étaient pas, on ne connaissait pas trop l'hygiène, hein. Donc il y avait souvent des épidémies, notamment de fièvre typhoïde, de fièvre jaune, voilà, par rapport au fait que les gens buvaient l'eau et des fois elle avait été souillée. Alors, une autre question, pourquoi avoir révélé dans ce livre toutes ces choses? Nous sommes en 2025, ça remonte à, ça fait quand même pas mal d'années. Dans quel but exactement as-tu voulu révéler ces choses? Mais je ne sais pas si c'est témoigné. Osée, je suis co-auteur, donc Osée et moi, nous avons voulu porter ces éléments parce qu'on est dans une période où on croit tout savoir, on croit tout connaître, et la connaissance est liée directement à ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, sur comment ça s'appelle, les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche. Bon, et alors on sait par exemple qu'il y a eu une disette pendant l'amiral Robert, mais dire ça c'est une chose, expliquer ce qu'était la disette à travers comment il mangeait, ce qu'il mangeait, comment c'était difficile de manger, c'est autre chose. Donc en fait, ce récit de Rosé Mongin donne une visibilité, met des images sur des idées, sur des concepts, sur des situations, sur un environnement dont on entend parler mais qu'on ne visualise pas nécessairement. Et là, on voit, quand il raconte comment son père préparait la terre pour faire les cultures, ça a une puissance, parce que ça montre. Il réussit à travers son récit des mots à montrer avec des mots. Tout à fait. Donc en fait c'est un travail de mémoire également qui permet à la jeune génération de connaître ce que c'était cette période. Parce que moi je sais que mon père, il a 95 ans, il m'en a parlé. Ma mère aussi, il me disait en temps Roubaix c'était assez spécial, on faisait le savon avec le coco, il y avait beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est une époque que je n'ai pas connue. Et c'est dommage qu'on n'a pas assez de personnes qui en parlent de ces choses. Non. Donc c'est quand même une très bonne chose ici. Je tiens à te remercier pour avoir mis à disposition ce livre, alors que tu peux me montrer justement. Voilà. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver dans la librairie. Oui, tout à fait. Hein? En plus, il n'est pas excessivement cher, parce que au prix qu'il est laissé, franchement, je trouve que c'est même pas cher du tout. Hein? 12,90 €. Donc c'est à la portée de toutes les bourses. Et je vous recommande de lire ce livre, qui va vous apprendre sur le passé et il va permettre de vivre le présent avec cette connaissance.